Cette pour conférence ce, va maintenant être enregistrée. pour ce webinaire. Vous avez dû recevoir une info disant que la conférence allait être enregistrée. En effet, on enregistre le webinaire de ce matin. Ce webinaire, il est né il y a quelques mois déjà à l'ANIA, mais comme vous tous, pendant le premier confinement, on a beaucoup entendu parler de l'évolution des comportements des Français par rapport à leur alimentation. Situation exceptionnelle oblige. On cuisine plus, on s'intéresse davantage aux produits locaux, etc. Et, euh, et en sortant de confinement, j'ai découvert un article qui a été écrit par nos deux intervenantes d'aujourd'hui, donc Esther Abado et Clémentine Hugo-Gential, qui s'appelle L'alimentation à l'épreuve du confinement. Je pense que certains d'entre vous ont dû le lire. Je vous invite à le faire si c'est pas le cas. Moi, j'ai diffusé aux entreprises membres de l'ANIA. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je suis rentrée en contact avec nos deux intervenantes. Et c'est suite à notre échange qu'on a décidé de vous proposer ce webinaire sur les tendances et les enjeux de la communication alimentaire. Donc, merci à elles. Elles travaillent pour le laboratoire Siméos, elles vont se présenter. Hein. Mais merci à elles d'accepter de nous donner de leur temps ce matin. Je vais pas perdre plus de temps. Donc je leur passe la parole juste pour vous dire que, étant donné qu'on est nombreux, je vous propose, si vous avez des questions, de les poser dans le chat. C'est moi qui les adresserai aux intervenantes à la fin de leur intervention, tout simplement. Et je les prendrai dans l'ordre, donc j'essaierai de n'en oublier aucune. Voilà. Euh, on va leur passer la main pour qu'elles puissent projeter leur présentation. Et voilà, donc coupez vos micros, posez vos questions, n'hésitez pas dans le chat, je leur adresserai. Et Clémentine, je crois que c'est vous qui commencez, donc je vous passe la parole et merci beaucoup pour votre temps. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, Donc, parfait. parfait. Donc, je suis Clémentine Hugo-Gential. J'appartiens donc au laboratoire Siméos. Donc, le laboratoire Siméos est un laboratoire des sciences de l'information et de la communication. Nous travaillons donc autour de 3 axes prioritaires dans ce laboratoire, le territoire, la santé et la médiation des savoirs, et enfin un 3e axe que je copilote avec ma collègue Anne Parisot et dont Esther Abado fait partie, l'axe alimentation et gastronomie. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est mise en circulation des discours et donc on étudie ces différents discours et on étudie leur impact sur la pratique et sur les usages des citoyens mangeurs à l'heure actuelle. Donc, aujourd'hui, on va vous parler effectivement de la communication alimentaire, des tendances et enjeux, mais on va le faire en s'interrogeant notamment à l'aune de la pandémie dans laquelle nous sommes toujours plongés. Donc, je vais articuler mon propos en 3 temps. Enfin, je parlerai 2 fois, puis il y aura ma collègue Esther Abado. Donc, un premier temps sur tout ce qui est enjeux, tensions et multiples complexités aujourd'hui qui s'agrègent autour de notre alimentation. On parlera ensuite de la multiplicité des discours aujourd'hui autour de l'alimentation et plus spécifiquement des discours marchands, mais également des discours portés par les institutions, les organisations, et on s'intéressera spécifiquement à la notion de souveraineté alimentaire qui a émergé dans le débat public en mars 2020 suite à la première allocution du président de la République annonçant le confinement. Et enfin, on essaiera de dresser des pistes, des constats communicationnels pour la suite de ces prochains mois, ces prochaines années, en tout cas, ce que nous, on a vu se dessiner. Alors, le contexte actuel et les enjeux, en fait, les tensions aujourd'hui autour de notre alimentation, elles sont nombreuses. On note de très nombreuses complexités et ça, c'est lié à tout un ensemble de mouvements qui s'agrègent autour de l'alimentation. Ce qu'on voit, c'est que l'alimentation cristallise beaucoup de choses, beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos interrogations. Et on voit que c'est un environnement qui n'est finalement pas simple à appréhender, tant les complexités et les enjeux sont nombreux. Alors là, je vais dresser un peu un panorama de tout ce qui s'agrège autour de l'alimentation. Alors, la première chose qui s'agrège, c'est la multiplicité des discours et ce qu'on appelle et ce qu'on a appelé, notamment des sociologues de l'alimentation, la cacophonie alimentaire. Vous le connaissez tous, depuis 2001, on a le fameux manger bouger, manger 5 fruits et légumes. Même en 2001, c'était pas manger 5 fruits et légumes, c'était manger 10 fruits et légumes. Et ces différents discours portés donc par le ministère de la Santé
a donné lieu à ce qu'on appelle une nutritionnalisation des discours. Donc des discours institutionnels, mais pas que, hein, de tout l'ensemble des discours qui ont pu se propager autour de notre alimentation. Et finalement, un rapport de plus en plus médicalisé, nutritionnalisé avec notre alimentation. Alors, en écho à cela, on a bien évidemment d'autres types de discours hein, qui valorisent le plaisir, qui valorisent le goût, qui valorisent la convivialité. Hein. La convivialité est une dimension très forte de notre modèle alimentaire. On continue, même si les restaurants sont fermés, on continue de manger ensemble autour d'une table et ça fait partie des spécificités françaises. Et enfin, la défiance du consommateur. Aujourd'hui, je vais en reparler, il y a une vraie défiance, notamment envers tout ce qui est institution d'un point de vue global. Donc, ça peut être tout aussi bien le pouvoir politique que les pouvoirs industriels. Ici, je vous ai mis par exemple le détournement d'une pub avec le scandale de la viande de cheval, où vous avez le cheval, vous l'aimez comment? En ami et ou en lasagne. Donc, des discours multiples. Hein, plus récemment, on a des nouvelles choses qui sont arrivées sur nos packaging alimentaires. Le Nutri-Score, avec un score de A à E, de la couleur verte à la couleur rouge, qui indique la qualité nutritionnelle de nos produits. Donc là, on n'est plus sur le pendant nutritionnalisé et médicalisé de notre alimentation. Donc, on le voit, des discours multiples et finalement une forme de cacophonie qui peut se construire autour des discours alimentaires. Le deuxième axe, c'est les enjeux environnementaux. Alors ça, c'est plutôt le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Écologie, mais c'est plutôt le ministère de l'Agriculture en premier temps qui s'en est saisi. La notion de la consommation engagée, c'est vraiment une notion qui devient de plus en plus importante, qui est de plus en plus mobilisée par les différents acteurs. Alors ici, je vous ai mis une campagne portée donc, par le ministère de l'Agriculture qui était notamment dans les cantines scolaires pour éviter le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, on a également, par exemple, Biocop. Hein, on déconseille de manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais glyphosaté, ça va. Donc là, c'est un pied de nez finalement aux discours qui sont portés par les différents ministères, mais finalement, le glyphosate, ça va. Donc, on voit que les enjeux environnementaux et tout ce qui est notion de durabilité, de responsabilité est aujourd'hui quelque chose de plus en plus fort dans les choix alimentaires qui doivent être faits. Et finalement, ça, on y reviendra à la fin de notre intervention, ça apparaît comme une injonction supplémentaire qui vient s'ajouter aux différentes injonctions qu'on a déjà. Alors, une injonction que l'on a depuis bien longtemps, c'est le corps, hein, parce que qui dit alimentation dit trace corporelle. Il y a un lien très fort entre ça, entre notre alimentation et les traces que cela laisse, et les normes aujourd'hui autour de notre corps. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment une pression sociale, et ça depuis des années. Hein, une collègue a fait une étude sur les magazines féminins montrant que des années 60 jusqu'à aujourd'hui, la pression de la minceur, qui est devenue vraiment une norme collective, a toujours été là depuis bien longtemps maintenant, en tout cas au moins sur ces 70 dernières années. Et par ailleurs, on voit plus récemment une nouvelle norme autour du corps, c'est le corps qui se sculpte. Et le corps qui se sculpte, c'est aussi un corps qui a donc un régime spécifique et souvent un régime hyperprotéiné. Donc le corps que l'on médiatise est bien évidemment aussi lié à des régimes spécifiques, donc des régimes hypocaloriques, des régimes hyperprotéinés et d'autres types de régimes qui visent à atteindre le corps idéal. Alors, je l'ai dit en préambule, hein, une société de défiance. Et ça, on le voit encore plus actuellement dans cette situation de pandémie, avec la question de la vaccination notamment. On voit également les thèses complotistes qui sont de plus en plus médiatisées. Et du coup, je peux pas lire ma citation. Et donc là, je vous ai mis deux citations, merci, de la société de défiance aujourd'hui. Et notamment ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Alors, l'ère de la post-vérité, la sociologue Eva Illouz l'a définie ainsi, notamment dans Courrier International, le numéro spécial, je vous ai mis ici. Le menteur ment parce qu'il tient caché la vérité. Le diseur de conneries, lui, ne poursuit même pas cet objectif. La vérité ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que ses propos, vrais ou mensongers, aient un effet sur son auditoire qui lui permettent de renforcer son statut ou d'affaiblir son ennemi. À cela, la journaliste Claire Carrard met aussi également en regard la démultiplication des médias, le culte de l'émotion et de la subjectivité,
la survalorisation de l'individu au détriment du groupe, les théories du complot, nous ont persuadés qu'il existe plusieurs vérités et que s'il y en a bien une qui mérite d'être contestée, c'est celle du pouvoir. C'est ce que je vous disais, c'est finalement face au pouvoir tel qu'il soit politique, qu'il soit industriel, c'est vraiment la remise en cause de ces pouvoirs. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du vaccin, mais il y a beaucoup de choses qui circulent autour de l'alimentation, beaucoup de faux régimes qui circulent autour de l'alimentation, notamment par exemple autour de la pathologie du cancer, où l'industrie pharmaceutique est remise en cause, et finalement une forme de prise en charge de sa maladie plus naturelle est promue, notamment dans la mise en place de régimes alimentaires spécifiques. Donc la société de défiance qui est aujourd'hui une vraie question lorsqu'on s'intéresse aux questions alimentaires. Alors, excusez-nous, on a un petit souci. Voilà. Alors, en réponse à cela, il y a une forme il y a un besoin de transparence. Alors ici, je vous ai mis une enquête, une étude OpinionWays qui avait été faite pour Alchemix sur la question de la transparence des produits alimentaires. Il y a eu ce qu'on a appelé un effet Yucca, puisqu'aujourd'hui on a vu un usage important des applications visant à savoir ce qu'il y avait comme composition alimentaire. Et on voit que finalement, autant les Français ne font pas confiance aux différents types de pouvoirs, autant ces applications-là, bien qu'elles puissent être portées par des industries et autres, ont aujourd'hui la confiance des citoyens, des mangeurs, puisque 51% des Français leur font confiance, et qu'on voit que ce chiffre monte à 90% selon les utilisateurs réguliers. Alors, ce qu'aujourd'hui les consommateurs cherchent à avoir, en tout cas ce que démontre cette étude, c'est d'une manière générale la composition du produit, donc avoir une transparence sur de quoi est constitué le produit, la date limite de consommation et la provenance du produit. Alors la question de la provenance, on va en reparler sur la question de la souveraineté alimentaire, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui apparaît comme une attente pour les consommateurs. Alors, la question aujourd'hui aussi, quand on travaille sur le panorama médiatique autour de l'alimentation, c'est qui sont les experts de notre alimentation? Et ça aussi, ça participe à une forme de cacophonie. Parce que les experts, en fait, si on dresse le panorama, ils sont extrêmement nombreux. On a des médecins, comme Jean-Michel Cohen, que je vous ai mis en haut à gauche, sauf que Jean-Michel Cohen a été radié un temps de l'ordre des médecins pour avoir fait un usage économique de la médecine. C'est le cas également, par exemple, du docteur Ducamp, qui, suite à son régime controversé, a été radié de l'ordre des médecins. Mais quand il se présente bien en tant que docteur et médecin au grand public. Donc, ça génère une forme de flou. Il y a bien évidemment des youtubeurs influenceurs. En haut à droite, je vous ai mis Juju Fitcats, influenceuse qui travaille justement à sculpter son corps et qui promeut les régimes hyperprotéinés. On a également les critiques gastronomiques, je vous ai mis Petit Renaud aussi, les chefs, les scientifiques, les médecins, et puis on a aussi tout ce qui est ministériel. Je vous ai mis le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie, je vous ai mis Alain Ducasse aussi, qui aujourd'hui prône de plus en plus un discours écologique et environnemental, mais je vais revenir tout ça en vous parlant justement sur les formes de discours. Donc si on s'arrête quelques secondes, on se rend compte que tout ça est assez compliqué. On a de nombreux discours mis en circulation, on a de nouveaux enjeux, comme les enjeux environnementaux, on a la médiatisation du corps, on a la défiance, et on a un panorama d'experts qui aujourd'hui est multiple, et il est finalement complexe de savoir à qui se vouer et quelle information fiable trouver. Alors, ça va me permettre de justement vous parler des discours mis en circulation. Alors, les discours mis en circulation aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux. Alors, je vous montre ici ce qu'on appelle l'échelle des décisions alimentaires. Cette échelle, elle a été constituée successivement par 3 auteurs, Jean-Pierre Poulain, Dominique Desjeux et Jean-Jacques Bouton. Ces 3 auteurs, ces 3 chercheurs ont travaillé sur les déterminants des choix alimentaires. Qu'est-ce qui détermine qu'on va choisir cet aliment plutôt que cet autre aliment? Et donc, ils ont mis en place 6 niveaux. Alors, le premier, c'est les besoins biologiques, les besoins physiologiques, de quoi avons-nous besoin pour vivre? Le deuxième niveau, c'est un niveau autosphérique. Ce sont tout ce qui est goût, sensation, préférence, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qui vont du coup définir ma palette alimentaire. Le troisième niveau, c'est un niveau microsphérique. C'est le niveau des interactions sociales, des communautés. Par exemple, dans quel type de famille j'évolue?
Est-ce que je suis dans une famille végétarienne? Alors dans ce cas-là, est-ce que je mange moins de viande ou est-ce que en opposition, du coup, j'adopte un régime omnivore? Il y a ce niveau-là, le niveau mésosphérique, et comme vous pouvez vous en douter, c'est un niveau qui nous intéresse beaucoup en sciences de l'information et de la communication. C'est tout ce qui est circulation médiatique et forme de discours. Alors, on reviendra sur le discours institutionnel, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, rien qu'à niveau d'État, 3 ministères nous parlent de notre alimentation. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le ministère de la Santé avec le programme national nutrition santé. Le second, c'est le ministère de l'Agriculture avec le programme national pour l'alimentation. Et enfin, le troisième, c'est le ministère de l'écologie. Ces 3 ministères poursuivent des intérêts différents. Un exemple, sur 2018, un conflit qui a éclaté entre Didier Guillaume et Agnès Buzyn. Donc Didier Guillaume, alors ministre de l'Agriculture, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, sur la question du vin. Didier Guillaume disant que le vin étant un alcool pas comme les autres, et Agnès Buzyn rappelant que l'alcool était bien un alcool comme les autres. Donc, on voit que les intérêts poursuivis ne sont pas les mêmes et que donc les enjeux, selon les ministères, ne sont pas les mêmes. Donc déjà, à niveau ministériel, 3 ministères et 3 types de discours différents. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a les médecins. Ici, je vous ai mis le livre de David Servan-Schreiber, Anti-cancer. Je vous ai mis également le livre d'une personne qui se présente comme repentie de l'agroalimentaire et qui a publié un livre, Vous êtes fou d'avaler ça. Et enfin, je vous ai mis le livre de Gilles Lartigot, Gilles Lartigot qui a été numéro 1 des ventes en 2016 avec ce livre Eat, la nourriture originelle, qui promeut notamment tout ce qui est régime crudivore et jeûne pour lutter contre le cancer. Ensuite, au niveau de ça, il y a le niveau macrosphérique, donc tout ce qui est style de vie, contexte social, culturel. Je l'ai dit en préambule, par exemple, tout ce qui est notion de durabilité et de responsabilité aujourd'hui sont des notions extrêmement importantes dans les discours ambiants. Et enfin, le niveau métasphérique, ce niveau-là qui se nourrit beaucoup du mésosphérique, c'est-à-dire tout ce qui est croyance, imaginaire et symbolique autour de notre consommation alimentaire. Donc, vous voyez que les déterminants sont multiples dans nos choix alimentaires et que comprendre les discours mis en circulation, comprendre la manière dont on va parler aux consommateurs mangeurs sont des éléments fondamentaux pour travailler sur les choix alimentaires. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement, dans un premier temps, des discours marchands et notamment des discours publicitaires. Ici, je me suis basée sur une étude de Kantar Media et sur l'Observatoire des publicités alimentaires qui a mis au jour 4 grandes tendances autour de la manière de communiquer autour de l'alimentation. La première, c'est l'easy living, tout ce qui est simplicité retrouvée. Je vais illustrer tout cela après. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est engagement rassurant. Le troisième niveau, c'est la notion de convivialité. Je l'ai dit, la convivialité est un élément structurant de notre modèle alimentaire. Et enfin, le quatrième niveau est un niveau qui valorise la gourmandise. Alors, si je reprends tout ça en l'exemplifiant, voici ce que ça donne aujourd'hui sur les stratégies de communication mises en œuvre. La simplicité retrouvée, c'est vraiment intégrer la réalité du consommateur et sublimer la simplicité. Ici, je vous ai mis un exemple de Bonduelle avec faites une entrée remarquée avec des champignons à Y. Je vous ai mis l'exemple d'IKEA, Dites-le en cuisinant, avec ce petit garçon qui se joue de la situation de ses parents divorcés et qui joue de cette situation de manière assez mignonne pour pouvoir se faire cuisiner des bons plats lorsqu'il est chez son père ou lorsqu'il est chez sa mère. Et puis, je vous ai mis Picard. Picard qui est vraiment un exemple extrêmement intéressant lorsqu'on travaille sur les communications alimentaires puisqu'il a vraiment réussi à valoriser tout ce qui est surgelé. Alors qu'au préalable, le surgelé, comme la boîte de conserve, n'était pas forcément des choses valorisées et valorisables. Aujourd'hui, on peut inviter des convives et dire que c'est du Picard sans avoir à en rougir. Et ça a vraiment été lié à tout travail également fait par Picard. Les engagements rassurants, aujourd'hui, c'est largement lié à la notion de responsabilité. Et la responsabilité, elle se communique aujourd'hui de manière multiple. Donc, aussi bien responsabilité sanitaire que responsabilité environnementale, que responsabilité économique et tout ce qui est lié également aux ressources humaines. Donc, il y a la valorisation d'un côté de l'éthique, mais aussi de l'authentique. Alors, l'authentique, quand on parle de l'authentique, la publicité, le rustique apparaît assez clairement parce que là, on a tout. Hein, on a le champ labouré, on a le béret, on a la nappe à carreaux, on a le mot même, le rustique.
Bonne Maman aussi fait depuis des années sa communication autour de la valeur authentique. Ici, je vous ai mis le carnet de recettes de Bonne Maman qui permet de refaire à la maison les recettes à l'identique, donc qui travaille vraiment à l'effacement de l'industriel. Et puis, je vous ai mis Intermarché qui, depuis plusieurs années, et ça marche très bien, parce qu'ils ont vraiment, ces 10 dernières années, ils ont connu une croissance exponentielle, avec un discours de plus en plus engagé. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la mousse au chocolat. Dans la mousse au chocolat, ce que les enfants aiment, c'est le chocolat, pas les additifs. Donc, on voit des manières assez différentes de se saisir de cette question de la responsabilité. Un discours responsable qui se veut militant et un discours responsable plus édulcoré du point de vue de l'authentique et qui se fonde vraiment sur la valeur authentique. La convivialité donc valeur phare des modèles alimentaires français. Ici, je vous ai mis Michel et Augustin qui ont vraiment travaillé sur la relation de promiscuité, de proximité avec leurs consommateurs, donc proximité qu'ils ont construit notamment via leur animation sur les réseaux sociaux et leur community management, mais pas que, puisque ils organisaient tous les mois des portes ouvertes donc dans leur bananerie, donc dans leurs usines, où ils faisaient refaire des recettes, ils avaient des interactions avec leurs consommateurs. Je vous ai mis aussi 2 exemples ici qui commencent à dater, parce que c'est 2013, mais c'est intéressant parce que c'était 2 marques qui étaient en perte de vitesse, Nescafé et Coca-Cola, et qui se sont vraiment relancées avec la notion de convivialité. Donc, c'est à ce moment-là que Coca-Cola a lancé sa campagne Share a Coke, et c'est à ce moment-là que Nescafé a fait une campagne avec Rémi qui partait à la recherche de ses amis Facebook avec des tasses de Nescafé et une caméra embarquée et qui, grâce à ça, renouait le lien avec tous ses anciens amis dans la vraie vie et non pas d'un point de vue virtuel. Donc là, on a la convivialité qui était aussi sublimée et ça a vraiment été 2 campagnes qui ont extrêmement bien marché, aussi bien pour Coca-Cola que pour Nescafé. Et enfin, la gourmandise revalorisée. Donc ça, c'est vraiment le plaisir individuel, le plaisir qui ne se partage pas. Et c'est le plaisir, se faire du bien sans culpabiliser. Alors, une campagne qui vraiment est symbolique de cela, c'est la campagne qui oppose Jean Dujardin et Georges Clooney pour avoir la dernière capsule de Nespresso. Mais c'est aussi, par exemple, Maminova, voici la séance de psy la moins chère de l'univers avec une crème de chocolat. Et c'est tout ce qui est aussi valorisation sensorielle, notamment par l'image. Par exemple, on peut citer le site internet de la table à dessert, où ils ont travaillé vraiment sur tout ce qui est sensorialité pour revaloriser justement le goût et la gourmandise. Donc voilà les 4 axes exemplifiés ici, qui vous donnent un peu un panorama des modalités de communication aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire. Après, donc, je l'ai dit en préambule, les discours ne sont pas que marchands autour de l'alimentation, ils sont multiples, nombreux, ONG, institutions, et également tout ce qui est politique. Donc, je vous ai parlé des 3 ministères. Il y a eu également les États généraux de l'alimentation qui ont eu ces dernières années un impact important avec fin 2017, donc de juillet à décembre 2017, sous l'égide du président de la République, de multiples échanges autour de l'alimentation, qui a donné lieu à une nouvelle législation en octobre 2018 sur tout ce qui est alimentation et balance commerciale autour de l'alimentation. Tout ça me permet de donner la main à ma collègue Esther Abado qui, elle, va vous parler plus spécifiquement de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Oui, effectivement, depuis le premier confinement, on a beaucoup entendu parler dans les médias et pas que de la souveraineté alimentaire. On a donc fait une étude médiatique des articles qui ont été publiés dans Le Monde et le premier constat a été que, en fait, l'alimentation a fait l'objet de nombreux discours portés par différentes catégories d'acteurs, pouvoir public, institutions, organisations, associations, et tout cela a produit une forme de cristallisation d'une pluralité des dimensions de l'alimentation, que ce soit en lien avec les systèmes de production, les conséquences pour la santé, les pratiques des mangeurs, les inégalités sociales, etc. Et donc, parmi les solutions, on a eu beaucoup de reprises d'une notion très complexe qui est la souveraineté alimentaire. C'est pas une notion nouvelle. Elle existe depuis au moins une vingtaine d'années et progressivement, elle a été mise à l'agenda de l'ONU et des sommets internationaux de l'alimentation depuis les années 96.
Mais sauf que depuis le premier confinement, elle a été complètement lancée dans le débat public et la complexité de cette notion même a fait ressortir des difficultés, des débats quant à la mise en accord à propos de solutions à envisager. Donc, en retraçant son cheminement, force a été de constater que l'émergence de cette formule comme solution a été liée à la première allocution faite par le président de la République. Je vais le citer puisqu'elle est très importante. Je le cite, il dit « Ce que relève cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors de l'ordre du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Construire plus encore que nous le faisons déjà une Europe souveraine, une France, une Europe qui tient fermement leur destin en main. » Et là, en fait, ce qui compte, c'est que d'une part, on voit une approche de l'alimentation comme bien commun. Et alors, cela implique notamment la responsabilité de l'État-providence d'assurer aux citoyens une alimentation dans toutes ses dimensions, sociales, économiques, nutritives, etc. Et en fait, paradoxalement, à cette approche de l'alimentation comme bien commun, on a justement la solution préconisée qui appelle à une forme de souveraineté, et notamment la solution désignée sous le sens de reprendre le contrôle, comporte une notion de rupture. En l'occurrence ici, une rupture avec les autres États et les traités internationaux. On a eu alors de nombreux acteurs qui se sont emparés en fait de cette formule de souveraineté alimentaire, qui ont essayé d'apporter des réponses visant une solution liée à la souveraineté alimentaire. Et tout d'abord, on a eu en fait le plan de relance du ministère de l'Agriculture, dont les 3 objectifs laissent voir une distinction entre la prise en compte de l'alimentation comme bien commun, qui s'approcherait plutôt de la transition écologique et des dimensions liées à la santé, à la durabilité et aux enjeux du localisme. Ensuite, on a eu la FNSEA qui avait lancé un manifeste intitulé pour une souveraineté alimentaire, et les 4 axes des propositions du manifeste mettent l'accent sur le besoin d'impact entre les citoyens et les agriculteurs, le besoin d'une réorientation des politiques favorisant l'indépendance agricole de la France pour en même temps faire de la souveraineté alimentaire un enjeu stratégique pour la France, mais aussi pour l'Europe. Et d'autre part, tel qu'un récit du Monde le relatait, en visite au Salon de l'Agriculture, la présidente du syndicat, Christian Lambert, affirmait que, en fait, parler de la souveraineté alimentaire est une vision étriquée, pensée aux oranges, aux ananas, au thé et au café. Ensuite, on a eu la Confédération paysanne qui a effectivement répondu au manifeste lancé par la FNSEA en recentrant en fait notamment sur la notion du bien commun et en expliquant qu'en fait, c'est dont il s'agit si on parle d'alimentation et de souveraineté alimentaire, il s'agit alors de reprendre en main notre alimentation et de définir ensemble comment notre nourriture sera produite, transformée, distribuée, ainsi que de déterminer ses conséquences sur notre territoire, notre santé, notre environnement, nos emplois et le climat. Et là, c'est ce qu'on observe, que, en fait, déjà, le débat, il est lancé, mais il doit aussi avoir ce que les chercheurs Gilbert et Henry appellent des luttes définitionnelles quant aux solutions envisagées. Mais comme pour d'autres problèmes et questions qui sont à une échelle mondiale, si la solution qui vise des systèmes de gouvernance mondiaux est extrêmement complexe et fait énormément de débats, si on le déplace vers les systèmes nationaux, on observe en fait qu'on a encore une forme qui se complexifie davantage. Alors, une autre conséquence de la reprise de cette notion est justement le fait que le discours porté sur différentes scènes publiques par différentes instances ont participé à la cristallisation des différentes dimensions de l'alimentation, comme a montré cet extrait d'une tribune du Monde par un collectif rassemblant des eurodéputés de gauche et qui dit « À l'heure où l'on promet aux Européens la sécurité et la traçabilité alimentaire de la ferme à la fourchette, où l'on plaide pour une véritable souveraineté alimentaire européenne, nous avons besoin des agriculteurs et du monde rural pour assurer notre autosuffisance alimentaire, manger plus sainement et préserver notre santé, nos terroirs et notre biodiversité. » Et donc, en fait, ces différentes dimensions de l'alimentation vont encore se recristalliser au moment des négociations sur la PAC. Et à titre d'exemple, vous avez Guillaume Garot qui propose une politique agricole et alimentaire commune, protectrice à la fois des agriculteurs et du consommateur,
qui encouragera la relocalisation de la production des denrées et la reconnaissance des services environnementaux, d'une agriculture et d'un élevage responsable au regard de la priorité climat. Ce qu'on constate alors, c'est qu'en réalité, on a dimension politique, économique, environnementale, éthique, sociale ou encore des prises en compte du bien-être des citoyens qui s'en suivent pour finalement pointer que notre alimentation n'est pas un flux comme les autres, c'est un commun qu'il nous faut désormais gouverner ensemble. Et la solution sera alors en fait la souveraineté alimentaire résiliente. Sauf que rajouter le mot résilience à une notion déjà complexe ne fait que complexifier davantage les choses, puisque l'une des dimensions exacerbées par la situation sanitaire a été liée aux inégalités sociales quant à l'alimentation, sujet qui a surtout été pris en compte par les associations, comme par exemple toutes les actions faites par les Restos du Cœur. Et à titre d'exemple, on a une déclaration, donc cette année, conséquence directe de la crise alimentaire, les réseaux des banques alimentaires fait face à une hausse des ventes à 25% de la demande d'aide alimentaire et une baisse des stocks de 23% par rapport à la même période en 2019. Et donc, finalement, un des problèmes majeurs que cette solution de souveraineté alimentaire résiliente fait apparaître, c'est justement cet objectif d'autonomie, parce que en fait, viser l'objectif d'autonomie avec des systèmes de souveraineté alimentaire résiliente implique en quelque sorte et risque d'induire une forme de déresponsabilisation de l'État quant à l'alimentation. Toutefois, ce qu'on a pu constater, c'est que la pluralité de ces discours ont participé à rendre encore plus soignante la pluralité des dimensions que l'alimentation concerne. Je vais laisser la parole à ma collègue Clémentine. Alors, donc vous voyez, cette question de souveraineté extrêmement intéressante parce qu'elle montre toutes les complexités autour aujourd'hui de notre modèle alimentaire. Finalement, parler de souveraineté dans une organisation globalisée pose de nombreuses questions et la notion de résilience en pose également beaucoup. Alors finalement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu tout ça, dans ce flux très complexe à dénouer, quelles attentes à l'aune de la crise? Alors, on va essayer de dresser un petit peu le panorama des attentes actuelles par rapport à nos différentes études. Ce qu'on voit, c'est que la naturalité reste une valeur montante depuis plusieurs années et encore plus ces derniers temps avec cette question de souveraineté, mais aussi liée au climat, comme a pu le souligner Guillaume Garot, donc qui aujourd'hui préside le Conseil national pour l'alimentation. Et finalement, différentes valeurs se retrouvent autour de ça. Donc la simplicité, le respect de la logique de vie, la proximité aussi bien géographique que la proximité avec le producteur, finalement un effacement des frontières et un retour de la fourche à la fourchette plus visible en tout cas, et l'authenticité. Alors l'authenticité, on en a parlé tout à l'heure et finalement on voit que c'est une dimension qui vise à rassurer en faisant notamment le lien avec le patrimoine, notre terroir. Donc, c'est beaucoup lié à une image un peu passéiste, avec tout ce qui est mythe, fable, histoire, dont on ne sait pas toujours la réalité, mais en tout cas, ça rassure. Les gens vrais, alors par exemple, le paysan de l'Eurustique est vu comme une personne vraie, c'est largement discutable. La nature, le lien à la nature, et le label qui est aussi discutable sur plusieurs aspects, mais qui semble en tout cas fédéré autour de cette perspective patrimoniale. Alors tout ça, ça nous amène à penser notre alimentation d'un point de vue global. C'est de penser d'une perspective de santé à une perspective plus large qui prend en compte le bon pour l'environnement, le bon pour la santé, le bon au goût, le bon pour soi. Et ce qui revient finalement à cette notion de résilience globale. Alors ici, je vous ai mis une petite citation de Alain Ducasse, qui ne date pas de cette période, mais qui date avant, 2016, qui parlait de manger des fraises en disant que manger des fraises actuellement, si on mangeait des fraises en hiver, ça avait finalement une triple erreur, parce qu'il n'y avait aucun goût, aucune vertu diététique, et que leur culture aurait été désastreuse pour la planète. Donc ça fait beaucoup. Sauf que finalement, lorsqu'on voit ces différents discours aujourd'hui portés, que ce soit par les institutions, par les chefs, aussi par les industries, c'est qu'on se demande aujourd'hui où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe dans le pouvoir d'agir, donc dans une forme d'empowerment où finalement le consommateur peut avoir une action bénéfique sur son environnement et sur son alimentation, ou est-ce qu'on se situe dans le devoir d'agir? Ce qui interroge aujourd'hui, c'est la notion de commun.
la notion de commun, est-ce que c'est une responsabilité individuelle ou est-ce que c'est une responsabilité publique, politique et collective? Ce que l'on voit, c'est que souvent, le prisme actuel est porté sur la responsabilité individuelle. Et finalement, ce qu'on voit au milieu de tout ça, c'est qu'il y a une multiplicité de complexités qui s'ajoutent pour opérer des choix alimentaires qui soient des choix résilients, des choix pertinents, des choix qui nous conviennent, et qu'on est dans un environnement aujourd'hui extrêmement compliqué pour le consommateur mangeur. Je voudrais finir avec une phrase de Claude Fischler, qui pour moi est aussi extrêmement en fait importante lorsque j'explique ce que l'on fait au sein du laboratoire. Je vous l'ai dit, on travaille sur les discours. On travaille sur les discours pour essayer de capter les imaginaires qui circulent autour de l'alimentation et pour capter les pratiques et usages des consommateurs. Et pour Claude Fischler, donc dans son ouvrage L'omnivore, en introduction, il dit « Manger, c'est incorporer non seulement de la substance nutritive, mais aussi de la substance imaginaire, un tissu d'évocation, de connotation et de signification. » Et finalement, quand on communique autour de l'alimentation, on est bien obligé de prendre en considération ce niveau symbolique qui est un niveau extrêmement prégnant dans nos choix alimentaires. Je vous remercie pour votre attention. Hop. Voilà. L'article dont parlait Françoise Gorja, c'est l'alimentation à l'épreuve du confinement, entre souveraineté et résilience alimentaire. Et enfin, sur la notion de bien et bon à manger, nous avons publié un ouvrage en 2018 sur cette question. Nous vous remercions pour votre attention.